Euronews s'est entretenu ce vendredi avec l'ancien président du Conseil européen, Charles Michel, pour discuter des dernières questions concernant l'Europe. L'un des sujets les plus brûlants de cette semaine a été le soutien indéfectible de Mark Rutte au discours du président américain Donald Trump, selon lequel l'Europe ne peut se défendre sans Washington. Mark Rutte s'était déjà attiré des critiques en déclarant aux pays européens qu'ils pouvaient continuer à rêver s'ils pensaient que leur défense était suffisante sans le soutien des États-Unis, un point de vue auquel Charles Michel s'oppose fermement. I want to be clear. Mark Rutte is disappointing, and I'm losing confidence. Why? Because I'm not expecting Mark Rutte to be an American agent. I'm expecting Mark Rutte to work for the unity within NATO. Today we can see that Article 5 is put in danger. Why? Because of this very hostile rhetoric developed within the United States, developed by the White House, point one. We face intimidations, we face threats. What is going on with Greenland is not acceptable, and I expect Mark Rutte to be a strong voice to defend the unity. Charles Michel a critiqué la stratégie de Mark Rutte qui consiste souvent à approuver et à soutenir Trump contre l'Europe, la qualifiant de dangereuse et contre-productive. It's very clear that appeasement will not work. Flattering diplomacy will lead to a failure, to a total failure. The more you use this flattering diplomacy, the more we are observing the United States are going very far in this tactic of intimidation and threats against their allies. And the EU is a very loyal partner and ally for the United States. That's why we do not deserve this behavior. Thank you so much for coming to join us on set this morning. Donald Trump affirme avoir demandé à Vladimir Poutine de suspendre les frappes sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes jusqu'au 1er février, date prévue de reprise des négociations de paix entre les délégations ukrainiennes et russes en présence des Américains. I personally asked President Putin not to fire on Kiev and the cities and towns for a week during this. It's extraordinary. It's not just like cold, it's extraordinary cold, record-setting cold. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé la demande adressée par le président américain à Vladimir Poutine, sans préciser si une réponse y a été apportée. De son côté, Volodymyr Zelensky a salué les efforts de Donald Trump en faveur d'une trêve. Дякую американській стороні за зусилля, щоб в цей час зупинити удари по енергетиці, і сподіваємось, що Америці вдасться це забезпечити. L'Ukraine s'apprête à connaître une nouvelle vague de froid avec des températures qui devraient descendre sous les moins 30 degrés Celsius alors que le pays est confronté à d'importantes coupures d'électricité et de chauffage dues aux frappes russes sur ses infrastructures énergétiques. À Kiev, plus de la moitié des habitants sont privés de chauffage, a précisé plus tôt Volodymyr Zelensky. Le ministre ukrainien de la Défense Mikhailo Fedorov a déclaré jeudi que Kiev était entré en contact avec SpaceX, la société d'Elon Musk. Ces derniers jours, plusieurs sources affirment que des drones russes auraient utilisé les systèmes de communication par satellite de Starlink afin de frapper des villes ukrainiennes. Mikhailo Fedorov a indiqué que les échanges portaient sur les moyens de résoudre le problème. Les technologies occidentales doivent continuer à soutenir le monde démocratique et à protéger les civils, a-t-il écrit. L'Institut pour l'étude de la guerre, groupe de réflexion basé aux États-Unis, a indiqué que les systèmes Starlink permettaient d'augmenter la portée des drones russes de 500 km. Cela place donc une majeure partie de l'Ukraine, toute la Moldavie et certaines parties de la Pologne, de la Roumanie et de la Lituanie à leur portée, assure l'Institut. Cependant, couper totalement Starlink dans le pays serait compliqué, l'armée ukrainienne utilisant elle aussi ce service pour ses communications. Dans le même temps, Donald Trump a annoncé que Vladimir Poutine cesserait pendant une semaine les frappes sur Kiev. Une trêve non confirmée par Moscou mais qui aurait été conclue alors que le pays affronte une vague de froid sans précédent. Ces prochains jours, les températures devraient descendre jusqu'à moins 25 degrés et des centaines de milliers de foyers sont toujours sans électricité à la suite de frappes russes sur des infrastructures énergétiques. Parallèlement, les pourparlers menés sous l'égide des États-Unis devraient reprendre ce dimanche à Abu Dhabi alors que des doutes subsistent quant à l'engagement de Moscou en faveur d'un règlement. Que faire si un drone armé fonce sur une base aérienne française? C'était le test de l'exercice militaire Topaz cette semaine. Dans cette simulation, la base de Mont-de-Marsan est considérée comme menacée. Les équipes n'ont alors que quelques heures pour réagir. L'objectif,
protéger la flotte de Rafale en les dispersant vers d'autres sites, dont la base de Cazo, où ces images ont été tournées. L'effet de surprise était central à cet exercice. On sait qu'il y a des possibilités d'exercice. Après, on n'est pas informé des dates et donc on a eu le préavis très faible. Et à ce moment-là, l'escadre a redispatché les avions et nous, on se tenait prêts à être déployés dans les heures qui ont suivi. Certains avions ont même subi des pannes simulées pour tester la rapidité des équipes au sol. Au total, 20 engins et 145 personnes ont été dispersées sur 4 bases en France. 24 heures plus tard, l'exercice s'est conclu par une frappe simulée sur des avions ennemis. Pour l'armée de l'air, ce scénario reflète les réalités du terrain, notamment avec la guerre en Ukraine. C'est des menaces classiques désormais que vous rencontrez sur les théâtres de guerre actuels. Par exemple, une attaque de drones qui viennent de très très loin et qui viendraient saturer la défense de la base aérienne. Le message est clair, disperser rapidement les avions de combat reste primordial face aux menaces de drones ou de missiles. L'inquiétude grandit à Nicemi, ville sicilienne de 25 000 habitants, où de nouveaux glissements de terrain sont à craindre après l'effondrement d'un tronçon de colline de près de 350 millions de mètres cubes, soit environ 1,5 fois le volume total des éboulements recensés au cours du dernier siècle. En cause, la saturation des sols, gorgés d'eau après plusieurs jours de pluies intenses liées au passage du cyclone Harry, qui a balayé l'est de la Sicile la semaine dernière. Face au risque, les équipes de la protection civile ont instauré un périmètre de sécurité de 150 mètres autour des zones menacées. Plus de 1500 personnes ont déjà été contraintes d'évacuer, un chiffre qui pourrait encore augmenter dans les prochains jours. Alors que des grondements continuent de se faire entendre dans la zone, les services d'urgence s'emploient à sauver les animaux piégés dans les décombres. Jeudi, le commissaire européen à la cohésion et aux réformes Raffaele Fitto a assuré que l'Italie pourrait bénéficier du Fonds de solidarité de l'Union européenne, un mécanisme destiné à fournir une aide financière aux États membres frappés par de graves catastrophes naturelles. Le Hamas pourrait bientôt renoncer aux armes, affirment Donald Trump et son envoyé spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff. Le désarmement du groupe islamiste constitue une étape cruciale de la deuxième phase du plan de cessez-le-feu à Gaza élaboré par les États-Unis. And now we want to get Hamas no guns, right? Right. They're going to give it up. They're going to give up the AK-47s. A lot of people said they'll never disarm. Looks like they're going to disarm. Faisant référence au rapatriement de la dépouille du dernier otage israélien du 7 octobre, Ranvili, Donald Trump a salué la coopération avec le Hamas. De son côté, le groupe islamiste a affirmé avoir rendu le corps de l'otage dans le cadre de son engagement en faveur du cessez-le-feu, tout en réitérant que le désarmement constituait pour lui une ligne rouge. Le Hamas a toutefois laissé entendre qu'il pourrait être disposé à remettre ses armes à une autorité palestinienne. Dans le cadre du plan de cessez-le-feu, une administration transitoire a également été mise en place à Gaza. Chargée de fournir des services publics aux Palestiniens vivant dans l'enclave, elle devra faire face à de nombreux défis, notamment en matière de fonctionnement et de financement. La reconstruction des infrastructures de Gaza constitue un autre pilier majeur de cette deuxième phase. L'ONU estime que son coût dépasserait 42 milliards d'euros. Un processus qui devrait prendre des années alors que les engagements financiers restent à ce stade très limités. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a signé ce jeudi une loi qui ouvre de nouveau l'industrie pétrolière du pays aux investisseurs étrangers, quelques heures seulement après son adoption à l'Assemblée nationale. Cette réforme, votée sous pression états-unienne, permet de donner aux sociétés privées le contrôle de la production et de la vente du pétrole, mettant ainsi fin au monopole de l'entreprise d'État, une première depuis 20 ans. En 2006, Hugo Chavez avait imposé une participation majoritaire du secteur public dans toutes les entreprises, entraînant la nationalisation d'importants actifs appartenant à des firmes étrangères, la plupart états-uniennes, qui refusaient de se conformer. Cela permet au pays de réaliser un véritable bond historique, s'est réjoui Delcy Rodríguez.
Son frère, président de l'Assemblée nationale, a lui estimé que l'objectif principal de cette loi est d'arrêter de dire que nous avons les réserves les plus importantes du monde, mais dire que nous sommes parmi les principaux producteurs de pétrole de la planète. Dans le même temps, le département du Trésor américain a commencé à lever les sanctions précédentes qui avaient paralysé l'industrie pétrolière vénézuélienne. Donald Trump a également annoncé la réouverture de l'espace aérien du pays. Les Nations Unies et les organisateurs des Jeux Olympiques appellent à une trêve de 52 jours dans tous les conflits armés à travers le monde avant les Jeux de Milan-Cortina qui débutent la semaine prochaine. Cette initiative, qui trouve ses racines dans une ancienne tradition grecque, couvre la période des Jeux Olympiques d'hiver du 6 au 22 février et des Jeux Paralympiques du 6 au 15 mars, avec une semaine supplémentaire avant et après. Ηθικά να στείλουμε ένα μήνυμα ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστή η Ολυμπιακή εκεχηρία, η ιερή Ολυμπιακή εκεχηρία όπως τη λέμε. Πρακτικά αυτό μπορεί να μην είναι κατορθωτό, αλλά το μήνυμα πάει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη ότι είναι απαιτητό εκεί που έχεις τη δυνατότητα να δώσεις λίγο χώρο στην ειρήνη. Les Jeux olympiques ont été rétablis sous leur forme moderne en 1896 et la première trêve olympique a eu lieu pendant les Jeux d'hiver de 1994 à Lillehammer en Norvège. Elle a notamment permis de suspendre le siège de Sarajevo, permettant ainsi à des convois humanitaires d'acheminer de la nourriture et des médicaments aux habitants désespérés de la capitale bosniaque. 6 ans plus tard, à Sydney, la Corée du Nord et la Corée du Sud ont défilé ensemble lors de la cérémonie d'ouverture.